Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 8 juin 2024 et on vient de terminer une semaine, on va dire spectaculaire, en tout cas sur le sujet de l'emploi, puisque c'était le gros point de la semaine. Ça avec la BCE bien sûr. Alors la BCE, on sait ce qu'ils ont fait, on va y revenir. L'emploi, eh bien ça a été le sketch toute la semaine parce qu'en fait lundi, mardi, mercredi et jeudi, on avait plus ou moins des indications comme quoi l'emploi ralentissait. Et puis vendredi, les NFP sont pas du tout sortis comme on pensait. Alors encore une fois, on va voir que si on creuse un petit peu à l'intérieur des NFP, eh bien on va se rendre compte que c'est pas aussi bon que ça. C'est aussi pour ça que finalement le marché n'a quasiment pas réagi. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, on a eu grosso modo en début de semaine les jobs qui nous disaient que finalement, les nombres de jobs disponibles sur le marché étaient en chute libre, ça baissait sérieusement, donc forcément emploi plus faible. Qui dit emploi plus faible dit possibilité de voir baisser les taux au mois de septembre. Résultat, on est plutôt enthousiaste de ce côté-là. Ensuite, derrière, on a les chiffres ADP qui nous disent pareil. Que finalement, c'est très faible au niveau des emplois dans le secteur privé. Qui dit emploi plus faible dans le secteur privé dit chance de voir les taux baisser au mois de septembre. On était content de nouveau. Et puis jeudi, ça continue. Les jobless claims plus forts que prévu, donc plus de demandes d'indemnité chômage. Donc, et oui, forcément, encore une nouvelle chance de voir les taux baissaient au mois de septembre. Le marché était à la limite de l'euphorie totale, même si ça se voyait pas vraiment en termes de performance. Mais on était content parce que les statistiques laissaient supposer qu'on avait de plus en plus de chances de voir les taux baisser au mois de septembre. Et puis donc vendredi, on attend 175 000 créations d'emplois l'un dans l'autre. On a un sweet spot, comme je vous le disais, entre 125 et 175 où c'est là qu'on voulait avoir les chiffres. On attend ça avec impatience. On est quasiment certain qu'on devrait être pile poil dans la cible. Bam, 272 000, complètement raté. Encore une fois, des prévisions à la noix qui n'ont pas fonctionné, donc ça c'est pas une nouveauté. On a révisé bien évidemment à la baisse les chiffres du mois précédent, mois d'avril. Donc forcément ça soulageait un tout petit peu, mais mauvaise surprise sur le chiffre brut. Par contre, si on va chercher un tout petit peu plus loin, à l'intérieur des chiffres, si on creuse la publication, parce que bien sûr, en bon trader, ce qu'on fait, c'est que nous, on regarde arriver, c'était 175 000, boum, 272 000, alors forcément, eh bien, c'est mauvais, les taux, ils vont baisser au mois d'octobre 2035. Et résultat, en fait, si on creuse un tout petit peu plus loin, et je vous dis déjà, ça fait des mois qu'on cherche toujours la bonne nouvelle au milieu de la mauvaise, eh bien, il y a quand même 2-3 choses à noter. Tout d'abord, le chômage est monté à 4%. C'est la première fois depuis des mois que le chômage américain repasse au-dessus des 4%. La deuxième chose, c'est que le nombre d'emplois à plein temps est en chute libre. Et ça, c'est pas bon non plus. Ça veut dire que les gens travaillent d'emploi part-time en emploi part-time. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Pas de stabilité pour l'économie. Et après, quand vous cherchez un petit peu plus loin, vous verrez que le nombre de personnes qui travaillent 3 jobs ou multiple jobs, comme on dit aux États-Unis, eh bien, il explose et continue de monter de nouveau. On est quasiment au plus haut de tous les temps. Et sur ce chiffre-là, donc là encore, c'est pas bon. Et puis, autre chiffre qui n'a rien à voir avec les NFP, eh bien, on notera que les boîtes de consommation, les retailers, ont plus ou moins constaté que le low-end de leur clientèle, donc les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien, eux, ils dépensent encore moins qu'ils ne dépensaient avant. Donc, on voit quand même que les problèmes économiques américains sont en train de remonter, bien sûr, par la base. C'est pas chez Elon Musk que ça va commencer à poser problème en premier. Donc, les gens consomment moins. Donc, c'est les pauvres qui commencent à cotiser en premier et ça commence à se ressentir par la base. Et quand vous avez la base qui est en train de s'effriter, forcément, au bout d'un moment, ça risque de se ressentir en remontant dans les étages. Donc, un peu de crainte à avoir là-dessus, mais l'avantage, c'est que ce genre de crainte-là, eh bien, ça permet au marché de continuer à tenir le coup et de continuer à espérer voir une baisse des taux. Alors, je vous avoue qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop, mais quand vous lisez les commentaires, la baisse des taux pour le mois de septembre, c'est plus aussi certain que c'était certain jeudi. Donc, du coup, on est en train de se dire, décembre, ça serait pas mal. Et puis là, je lisais des articles ce matin, les gars commencent à dire, ouais, avant 2025, il faut pas y compter. Donc, on est assez tranché dans la prise de décision. Pendant 4 jours, on est chaud patate, on dit, ouais, septembre, c'est bon, c'est plié, youpi. Et puis non, finalement, il y a un chiffre pourri, mais pas tant pourri que ça, parce que comme je vous le dis, à l'intérieur, il y a aussi des choses qui sont pas bonnes. Oui, parce que pas bonnes aujourd'hui, c'est ce qu'on veut avoir pour avoir une baisse des taux. Eh bien, à ce moment-là, si on a des chiffres qui sont mauvais comme l'autre jour, eh bien, du coup, on se dit, on cherche pas plus loin et on se dit, on baissera les taux l'année prochaine. Enfin, l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché n'a pas non plus paniqué sur la nouvelle. Donc, on va dire que la semaine se termine plutôt bien, même si ces chiffres ne sont pas extraordinaires. Et puis alors, bien sûr, on a eu la BCE. Alors, la BCE,
On attendait une baisse des taux, on a eu une baisse des taux. On attendait un discours timoré de Mme Lagarde, on a eu un discours timoré de Mme Lagarde, donc il n'y a pas de grosse surprise là-dessus. La grande question que l'on se pose aujourd'hui, c'est quelles seront les conséquences immédiates de cette baisse des taux. Est-ce que tout d'un coup, les gens vont se ruer dans les magasins pour dépenser et relancer une économie moribonde, ou est-ce que simplement on va attendre pour voir quels seront les effets, et ces effets-là seront simplement de faciliter la consommation, et du coup, l'inflation va repartir à la hausse, comme elle l'a déjà montré le mois dernier dans 2 grands pays européens, la France et l'Allemagne. Donc ça, c'est un petit peu la crainte du moment, et du coup, on est content de voir les taux baisser, mais on se dit, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Est-ce qu'il n'y a pas un coup politique derrière à la veille des élections européennes? Est-ce qu'il ne fallait pas marquer le coup pour faire montrer au peuple que finalement les politiciens avaient fait tout juste? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y en a certains qui commencent à dire on voit que Lagarde a vraiment pas le courage de dire un peu plus, donc elle dit rien, elle est très timorée dans ses discours. Et donc, il y a quand même une crainte de se dire que peut-être qu'on va baisser les taux. On a baissé les taux jeudi dernier, mais on risque de les garder comme ça pendant un petit moment, histoire de voir comment l'économie fonctionne par la suite. Donc, en gros, si on doit juste analyser ces histoires de taux, de baisse des taux à venir et de perception de l'avenir, ce qui est assez marquant, c'est qu'on a vraiment l'impression que pour l'instant, on est en train de rentrer dans une situation où on se réjouit de voir baisser les taux, mais en même temps, certains chiffres nous font très très peur au niveau de l'état de l'économie. On sait bien que le but dans toute cette histoire, c'est de ralentir l'économie, faire baisser l'inflation, stabiliser l'économie et continuer à reconstruire à partir de là. Mais ce qu'on a très très peur, c'est qu'en fait, en ayant monté beaucoup les taux, tout d'un coup, on ait trop freiné l'économie et qu'elle tombe comme une pierre et donc qu'elle tombe en récession ou en stagflation. Et pour l'instant, on espère à chaque chiffre qu'on s'en sort, mais ça se fait pas comme ça. Ça prend du temps pour s'installer et c'est ce qu'on a peur. Alors maintenant, de nouveau, Powell l'a dit et répété plusieurs fois, pour lui, c'est beaucoup plus facile de sortir une économie de récession que d'empêcher une économie de partir dans une inflation galopante. Autrement, on va parler brièvement 2 secondes du délire de GameStop qui a continué en cette fin de semaine. Alors, hier matin, dans le Morning Bull Live, je vous disais que GameStop était en hausse de 50%, 60%, et que si on ouvrait en dessus des 70, l'autre, il serait milliardaire. Alors là, c'était à mourir de rire, j'ai envie de dire. C'est que au milieu de la journée, avant l'ouverture, vous avez GameStop qui a sorti ses résultats en avance, sans prévenir personne. Ça encore, c'est un truc phénoménal. Les gars, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est le Far West. D'habitude, on nous donne des dates, il y a des dates à respecter, des limites, des délais. Non, mais là, c'est hop, faites comme vous voulez, les gars. Hop on bar. Et GameStop a donc sorti des résultats hier avant l'ouverture, des résultats dégueulasses. Le titre était en hausse de 40%. Sur l'annonce, le titre est passé en baisse. Bref, en gros, ensuite, Roaring Kitty a parlé pour dire que dalle. Le mec, il est tout bonnement ridicule sur ses vidéos pour parler de GameStop. Voilà, bref, le gars, il sparadrap sur la tronche, les lunettes de soleil. Enfin bref, c'était pathétique. Résultat, pas apporté grand-chose de plus à l'idée. Visiblement, tout le monde est en train de se fâcher avec le CEO de GameStop, Ryan Cohen. Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, GameStop, c'est une daube. À l'intérieur, il n'y a rien de fondamental qui mérite qu'on investisse pour faire un pari sur le long terme. C'est pas Nvidia non plus. Et résultat, ça s'est mal passé et le titre baissait de 40% en clôture. Alors, monsieur Roaring Kitty est encore très très riche, bien sûr, puisque ses calls ont un strike à 20 et que le titre est encore à 28 ou 27. Mais tout d'un coup, la hype semble avoir été un petit peu éteinte en cette fin de semaine. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, parce que là, il y a une semaine, on pouvait dire la même chose et que c'est reparti comme en 40 durant le week-end. Donc du coup, pour l'instant, grosse claque, retour de manivelle. Bon, visiblement, à l'écouter sur sa vidéo, le mec, il n'est pas trop stressé. Même s'il lui reste que 100 millions à la fin, je pense que ça lui ira quand même. En Suisse, il faudra noter qu'on a eu les chiffres du PMI. Le PMI qui est sorti à 46,4 la semaine dernière contre 41,4 le mois d'avant. C'était en dessus des attentes, mais ça reste quand même en dessous du seuil de croissance de 50, bien sûr, sur les PMI. Mais néanmoins, on voit quand même qu'il y a un petit redémarrage de l'économie suisse et qu'on n'est plus autant sur la pente descendante qu'avant. Le taux d'inflation a été confirmé à 1,4, ce qui correspondait plus ou moins au calcul de la BNS. Et sur les prix à la consommation, eh bien, on s'est remonté de 0,3% sur le mois, surtout à cause de l'augmentation des prix, tenez-vous bien, des légumes frais et des vacances à l'étranger. Ben, ça tombe bien, je pars pas en vacances et je mange pas de légumes. Enfin, tout va bien. De ce côté-là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux au niveau de l'économie suisse, mais les prix, bien sûr, remontent un tout petit peu. Bon, faut toujours faire très attention parce que on n'est pas exclu du fait que les chiffres de l'inflation, c'est toujours une question d'interprétation pays par pays. D'ailleurs, l'inflation, on en reparlera la semaine prochaine avec les chiffres de l'inflation
américaine. Youpi! Voici la performance des indices cette semaine. Alors vous voyez que sur une semaine, c'est l'argent qu'on prend plein la tête. Le pétrole qui est toujours en baisse, principalement parce qu'on a peur que cette économie soit en train de ralentir. L'or qui était en baisse de 1,47%. Le CAC 40 qui remonte de 0,11%. Et puis, vous voyez, hein, le DAX plus 0,3%, le Nikkei plus 0,45%. C'était pas l'euphorie non plus. Mais encore une fois, le SMI fait partie des meilleurs. Ça nous change un petit peu. Hein. Depuis 2 semaines, on est vraiment des stars. 2,15% de hausse sur le SMI. Il faut dire que vous le verrez sur la performance du SMI que les Roche, les Novartis et les Nestlé sont de nouveau en meilleure forme que ce qui nous ont habitués ces derniers temps. Le Nasdaq termine en hausse de 2,36% grâce à Nvidia, bien sûr. Et le Philadelphia Semiconductor Index termine également en hausse de 3,18%. Là aussi, grâce à Nvidia et aux bonnes nouvelles qu'on a eues sur les semi-conducteurs, entre autres drivés par les annonces d'ASML dont on a parlé dans le Morning Bull Live la semaine dernière. Les performances du SMI, Kuehne+Nagel qui est en tête avec 5% de hausse, Roche qui suit derrière avec 5% retour de Roche, Richemont plus 4,44%, et de l'autre côté, Partners Group en baisse de 3,4%, Swiss Re en baisse de 0,92%, mais vous voyez quand même, surtout ce que je vous disais avant, c'est qu'on a quand même Novartis qui prend 2,14%, Nestlé qui prend 2,5% et Roche qui prend 5%. Forcément, quand vous avez ces trois-là qui sont en forme, eh bien, ça donne des très belles semaines sur le SMI. Le SMI que vous voyez à l'instant, grosso modo, vous voyez qu'on est sorti de notre canal haussier qu'on a ici et là depuis quelques semaines. Donc, grande nouvelle, hein, c'est parti à la hausse. On a vu qu'on a fait exactement ce qu'on devait faire sur ce graphique à l'intérieur du canal latéral, et puis aller chercher derrière. Maintenant, est-ce qu'on peut s'établir là en dessus? Ce sera une autre question et c'est ce qu'il faudra surveiller ces prochains temps. Le CAC 40 qui a toujours beaucoup de peine. Alors là, on va pas rentrer dans les grands délires d'analyse technique, mais néanmoins, si vous regardez ici, vous avez quand même quelque chose qui ressemble fortement à un Head and Shoulder sur le CAC 40. Donc, alors, je suis pas un expert en analyse technique, mais vous avez quand même deux épaules, on n'arrive pas à aller au même endroit sur la deuxième. Et si ça recasse, ça veut dire qu'on aura une hauteur comme ça qui sera répercutée ici. Donc en gros, on peut espérer retourner à 7500 sur le CAC à la louche. Non, vraiment à la louche, j'exagère, c'est même pas ça. Je pense que c'est un peu plus que ça. Mais l'un dans l'autre, on va essayer de faire ça précisément. Allez, prenons un peu de temps. Il n'y a pas le feu au lac, comme disait l'autre. Alors, tac. On va prendre une flèche ici. Si c'est un Head and Shoulder sur le CAC 40, tac, on va devoir aller chercher ce mouvement-là et répercuter le même mouvement à la cassure ici, ce qui veut dire que ça nous amènera, oui, à 7517 sur le CAC 40, dans l'hypothèse où cette configuration relativement faible est un Head and Shoulder sur le CAC. Donc, à surveiller ces prochains temps. Aux États-Unis, eh bien vous voyez qu'on termine la semaine plus ou moins au plus haut de tous les temps. Alors plus ou moins, hein, parce que la journée où on était au record historique, c'était mercredi, où on a terminé au plus haut de tous les temps sur le S&P. On termine légèrement en dessous. Pour l'instant, pas grand chose à dire. Hein. C'est vraiment drivé par cette histoire de baisse des taux, pas baisse des taux, économie qui va plus ou moins bien et comment on interprète ces chiffres. Pour l'instant, eh bien, ce qu'il faut retenir sur le graphique du S&P 500, comme je vous l'ai dit, c'est que l'économie semble ralentir. Est-ce qu'elle ralentit trop ou est-ce qu'elle va juste sur un soft landing? Est-ce que les taux vont baisser, oui ou non? Et est-ce que finalement on est dans la bonne direction économique pour avoir un soft landing? Et c'est là-dessus que le débat est en train de se faire. Pour l'instant, les gens sont plutôt optimistes. Comme je vous le disais la semaine prochaine, on aura les chiffres de l'inflation aux États-Unis. On verra comment tout cela sera perçu. Mais pour l'instant, il va falloir quand même qu'on sorte à un moment donné par le haut si on veut trouver la dynamique pour continuer. Je rappelle, pour mémoire, vous voyez que là, on a commencé à construire une espèce de zone de résistance. Donc, on peut quand même s'attendre à avoir quelques prises de profit à un moment donné. Et je rappelle, pour mémoire, que quand on regarde les prévisions annuelles sur le S&P 500, les targets se situent grosso modo plutôt par là. Hein, les meilleurs, ils sont là à 5700. Donc vous voyez que la hausse potentielle qu'on a sur le S&P à 7 mois du fin de l'année, 6 mois et demi de la fin de l'année, eh bien c'est plus aussi violent que ce qu'on espérait avant. Si on prend le Nasdaq, vous voyez que c'est plus ou moins pareil, hein, on est au plus haut de tous les temps. Alors est-ce qu'on va réussir à continuer? Eh bien là aussi, on peut tirer des supports, des résistances plutôt. Vous voyez qu'on est pile poil en train d'essayer de tester cette ligne-là et qu'il va falloir à un moment donné réussir à passer en dessus.
La grande question, c'est est-ce que Apple sera finalement le winner de tout ça? Apple qui publiera la semaine prochaine, qui organisera la semaine prochaine son WWDC, on va y revenir dans quelques instants. Vous voyez qu'on a quand même ce genre de configuration qui laisserait supposer que ça va casser à la hausse, hein, c'est biseau haussier. Si on reprend là aussi, on sait que quand un biseau casse, il casse sur cette largeur-là, la largeur du cul du biseau, si on veut bien. Et si vous reprenez tout ça par ici, le jour où on casse, ça veut dire que sur le Nasdaq, c'est la folie à London et qu'on repart quasiment de 1800 points à la hausse. Donc attention, tout est possible parce que la folie de l'intelligence artificielle est toujours parmi nous. Vous voyez que sur la semaine, même s'il y a eu des prises de profit jeudi, Nvidia termine quand même à des niveaux tout simplement stratosphériques. Donc là, il n'y a rien de changé. Il y a toujours cet engouement autour de l'IA, ça on ne se pose même pas de questions. Et puis alors, Apple. Alors Apple, vous voyez qu'Apple termine au plus haut de quasiment bien longtemps. On n'est pas encore au plus haut de tous les temps, puisque les plus hauts de tous les temps, ça nous met quand même à 199 $ et des poussières. Mais vous voyez que cette configuration haussière a l'air d'être relativement solide, qu'on termine en boulet de canon en fin de semaine. C'était une des meilleures. Et Apple termine au plus haut. Pourquoi? Parce que en fait, la semaine prochaine, il y a le congrès des développeurs chez Apple et ils vont présenter ce qu'ils ont plus ou moins prévu pour l'intelligence artificielle, si l'on en croit en tout cas ce qui se dit. Et là aussi, si c'est bon, ça risque de galoper très très fort à la hausse. Il y a pas mal de gens qui disent que finalement le prochain player pourrait être Apple, et vous voyez que là aussi, si on cherche aussi ce côté biseau, alors de nouveau, hein, les spécialistes m'excuseront si je suis pas assez précis, mais l'idée c'est aussi de dire que dans ces phases haussières, vous voyez que là aussi, on a des mouvements qui sont potentiellement assez importants parce qu'une Apple pourrait monter facilement, rapidement, et jusqu'à 220 $. Et on connaît l'engouement des marchés pour toute thématique liée à l'intelligence artificielle. Donc, quelque chose à surveiller. Le congrès pour Apple aura lieu le 10 juin. Donc, attachez vos ceintures. Ce sera donc lundi. Le SOX, pareil. Hein, bon, c'est un peu l'image de Nvidia. Hein. On a eu ces bonnes nouvelles sur ASML qui vendent des machines à TSMC. Ça a régénéré une vague d'achat sur ASML, sur TSMC, sur tout ce qui était lié à l'intelligence artificielle. Donc, du coup, le SOX termine quasiment au plus haut de tous les temps. Là aussi, on a un gros support maintenant sur le SOX qui se situe autour des 5150. Tant qu'on reste en dessus de ça, on peut construire pour aller là aussi chercher bien plus haut, puisque tout le monde est absolument optimiste sur la thématique. Le 10 ans américain, regardez le rebond de vendredi, ça c'est à cause des chiffres de l'emploi. Hein, donc on a tapé la moyenne mobile. J'aime pas regarder les graphiques des rendements là-dessus, mais on a tapé la moyenne mobile et on a repris quasiment, on était à 4,28 et on remonte à 4,42 de rendement après la publication des chiffres sur le 10 ans. Donc ça veut clairement dire que ça, c'est un refus de voir les taux baisser au mois de septembre. Si l'on regarde les vedettes de la semaine, on va commencer avec Richemont. Richemont qui a été upgradé par 2 banques d'affaires la semaine dernière. Résultat, tout s'envole chez Richemont. Tout le monde est positif sur le luxe de Richemont. C'est pas le cas chez LVMH, mais en tout cas chez Richemont, ça cartonne. Vous voyez qu'on est revenu pile poil au plus haut de ces derniers mois, à 150 $. Même point que la dernière fois. Donc, grande question, est-ce qu'on va être capable de casser en dessus? Mais en tout cas, beaucoup de commentaires positifs sur Richemont. Logitech, qui est encore une fois un des meilleurs performeurs de la semaine, qui termine à 90 et, ouais, quasiment 91 francs suisses. Rien de spécial, hein, vraiment rien de spécial, si ce n'est l'engouement général de la techno un peu partout. Et nous, en Suisse, comme d'habitude, quand on ne sait plus quoi faire sur la techno, parce qu'on n'en a pas tant que ça, eh bien, on achète Logitech. Donc, Logitech qui faisait partie des belles performances de la semaine. Temenos, alors, bon, Temenos, on va pas faire d'analyse technique là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que Temenos a annoncé un rachat d'actions. Ils ont annoncé un rachat d'actions de l'ordre de 200 millions de francs suisses. Et rachat d'actions qui va courir entre maintenant jusqu'à la fin de l'année, d'où la hausse de cette fin de semaine sur Temenos. Mais visiblement, la confiance n'est pas encore revenue. Et puis, on terminera donc avec le Bon Roche. Alors, vous voyez que le Bon Roche avait également cette configuration de biseau, alors là aussi, et puis que ce biseau-là, si on le met dans l'autre sens, eh bien, il peut nous ramener à 264 sur le Bon Roche. Il n'y a rien eu de spécial, ils ont eu des bons résultats sur un médicament par rapport à une maladie orpheline chez les enfants. Grosso modo, ils attaquent aussi une autre boîte en procès pour une violation de patente face à Sinocare en Chine. Rien de grandes nouvelles, si ce n'est que pas mal de brokers sont extrêmement prudents sur Roche.
pas mal de commentaires négatifs, pas mal de recommandations de ne rien faire ou de vendre, et étonnamment, le titre monte. Donc plus personne n'en veut, plus personne ne l'aime, mais ça commence à redémarrer. Donc si on casse la moyenne mobile, ce qu'on a fait en fin de semaine, déjà on s'est établi en dessus de la moyenne mobile à 242 francs suisses. Si on continue comme ça, il risque d'y avoir des changements, des positions, des tournages de veste ces prochains temps sur Rush, parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer du point de vue technique en tous les cas. Novartis qui termine en dessus de son range. Alors vous voyez que ce range qu'on surveille depuis des mois, eh bien il a cassé, en tout cas en base weekly. On termine en dessus sur Novartis. Là c'est l'inverse de Rush, hein. Tout le monde est chaud sur Novartis et tout le monde vous dit s'il faut avoir une pharma en Suisse, c'est Novartis. Alors pour l'instant, effectivement, elle a les faveurs de la cote. Et on termine avec Nestlé. Là aussi, vous voyez le réveil des value stocks en Suisse, un Nestlé qui vient de nous faire 2 semaines absolument fantastiques, quasiment 8 balles de hausse depuis les plus bas du 30 mai, et Nestlé termine donc à 98,02, juste en dessous de la moyenne mobile des 200 jours, là aussi à surveiller la semaine prochaine. Si on arrive à casser et s'établir en dessus, il y a aussi quelque chose qui est en train de changer dans la tendance de Nestlé, puisque vous voyez que cette espèce de zone de consolidation, on est en train d'en sortir. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le titre pourrait changer complètement de direction. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, cette semaine, sur les marchés financiers. C'était un peu moins étoffé, mais très macro. La semaine prochaine, on continue bien sûr avec la macro, puisqu'on va reparler de l'inflation, comme d'habitude, pour savoir si la Fed va baisser les taux. Et puis il y aura donc ce fameux Worldwide Developer Conference de Apple qui aura lieu aux États-Unis, en Californie, à partir de lundi, qui sera assez suivi pour la thématique, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Voilà, donc en ce qui me concerne, moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end, un excellent samedi. Profitez du soleil qui reste, s'il en reste. Moi, je vous retrouve lundi matin avec un nouveau Morning Bull Live embarqué, si la météo le permet. Pour le reste, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Et puis, encore une fois, je le répète et je le répéterai jusqu'à la semaine prochaine. N'oubliez pas, le 12 juin, il y a le Swissquote Trading Day à Lausanne, à l'EPFL. On y sera, il y aura 5 conférences, je serai sur place toute la journée. N'oubliez pas de vous inscrire si vous avez l'occasion de venir. Ça fera toujours plaisir de vous rencontrer. Si vous n'avez pas l'occasion, vous pourrez toujours nous voir en streaming ou bien alors en replay plus tard. Excellent week-end à tous et à lundi. Bye bye.